Il est presque 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, notre invité est Arnaud Lécuyer, vice-président de la région Bretagne en charge de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation. Également président, cette fois-ci, de Dinan Agglomération et maire de Saint-Potent. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors Arnaud Lécuyer, vous voilà donc vice-président du conseil régional en charge, je le disais en commençant, de l'agriculture entre autres. Alors il y a beaucoup de sujets sur l'agriculture en ce moment dans l'actualité, au moment d'ailleurs où le SPACE, le salon de l'élevage qui s'est tenu à Rennes, s'est refermé. Quel bilan pour en tirer en quelques mots de ce salon ? Un bilan très positif. Je crois que de la bouche même des organisateurs, je crois que c'était un bon SPACE, un très bon SPACE même. Après une année 2020 où il n'y avait pas pu avoir de SPACE dans les conditions que nous connaissions auparavant. Je crois qu'ils ont eu peut-être, c'est vrai, un petit peu moins de fréquentation, mais on reste quand même sur un SPACE, c'est 75 000 personnes, donc il y avait des milliers d'exposants, des délégations étrangères aussi. Ça fait du bien de voir que nous sommes de nouveau ouverts à l'international. Donc je crois que non, c'était un très bon SPACE. Alors, salon d'agriculture important pour le monde agricole ici en Bretagne, important aussi pour la réflexion, parce que l'on voit aujourd'hui que forcément l'agriculture se lance dans cette grande mutation. On en a beaucoup parlé lors de la campagne d'ailleurs des régionales ici sur Bretagne 5, et on continue d'en parler parce que c'est le sujet important pour la Bretagne. Comment cette agriculture peut opérer cette mutation nécessaire justement pour peut-être aussi moins polluer, Il y a aussi cette question, on va y revenir. Je crois que l'agriculture, ça fait déjà quelques temps qu'elle est engagée dans ce que l'on appelle, nous, les transitions agroécologiques. Donc, c'est-à-dire respecter le vivant, faire en sorte que nous ayons une bonne qualité des sols, de l'eau, de l'air, faire en sorte que l'on respecte le vivant avec des principes agronomiques respectueux. Et je crois que là, l'agriculture bretonne, elle s'est engagée. Il y a déjà eu un certain nombre d'améliorations qui ont été proposées. Alors, parfois sous contrainte, parce que nous avions eu des dérives, notamment environnementales, mais aussi parce que je crois, et pour les avoir rencontrés notamment toute la semaine passée, que les agriculteurs bretons sont profondément engagés dans ces transitions. Alors les agriculteurs bretons souffrent, comme d'autres agriculteurs en France. Les revenus ne sont pas toujours au rendez-vous. Il y a une pression aussi économique, il faut bien le dire. On sent une détresse du monde agricole. Alors là, je vais m'adresser aux politiques que vous êtes, Arnaud Lécuyer. Comment accompagner ce monde agricole aujourd'hui en détresse? Comment la région peut donner le petit coup de pouce? Effectivement, il y a l'agriculture, par nature, je dirais, elle est soumise à des fluctuations des cours, parce que l'agriculture bretonne, elle est, c'est vrai, locale, elle est connectée à un réseau d'acteurs locaux, mais nécessairement elle est dépendante des cours mondiaux. Et on le voit en ce moment sur les cours du céréal qui vont peser sur les filières, et singulièrement sur les filières d'élevage, et tout particulièrement sur notamment la filière porcine. Donc on sait que ce qui se passe à l'autre bout du monde peut avoir un impact dans les fermes qui sont autour de chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, qu'il faut savoir, je dirais, accepter, mais faire en sorte que nous gagnions en autonomie. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui se passe ici se décide ici. C'est-à-dire que dans une ferme, on doit être le plus autonome possible, gagner en autonomie de décision, gagner en autonomie ce qu'on appelle protéique. Donc c'est-à-dire que les protéines que l'on donne aux animaux pour les nourrir, elles soient produites au plus près de la ferme, à défaut en France, et venir le moins possible outre-Atlantique. Donc ça c'est un enjeu d'autonomie et donc aussi de revenus. C'est-à-dire que si on sécurise ces questions protéiques et d'approvisionnement extérieur, eh bien on sécurise aussi les revenus de l'exploitation. Il y a une question de l'autonomie énergétique. On sait que la question énergétique sur une exploitation, ça pèse beaucoup dans les charges. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé aussi avec des solutions qui existent aujourd'hui pour d'abord réduire les consommations énergétiques. On a vu tout un tas d'innovations au SPACE, c'était assez formidable de ce point de vue. On a aussi des solutions pour produire de l'énergie à l'exploitation, notamment en termes d'autonomie énergétique liée aux couvertures de fosses à lisier. Donc ça, ce sont des solutions qui existent. Effectivement, l'autre versant qui dépend peut-être un peu moins de l'agriculteur, c'est le revenu qui va tirer du produit de sa vente. Malheureusement, je dirais que ça ne dépend pas que
que de lui. Ça dépend aussi, voilà, de la chaîne qui va jusqu'au consommateur, avec, on le voit sur un certain nombre de filières, des consommateurs qui font parfois machine arrière, c'est-à-dire qui ont des exigences, on va dire exigences citoyennes, de qualité, de sécurité sanitaire des aliments, de goût, et qui, au moment de l'achat, écoutez, soit parce qu'ils oublient, soit aussi parce que financièrement, ça peut être aussi compliqué pour le budget des ménages, font le choix des produits qui ne correspondent pas à leurs attentes. Alors, vous parliez de technologie. Est-ce que l'agriculteur de demain devient, j'allais dire, un agriculteur connecté, permettez-moi le terme, parce qu'on voit aussi une nouvelle génération qui arrive et on s'aperçoit que les fermes se modernisent. Ça n'a plus rien à voir avec la ferme qu'on a pu connaître il y a encore 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on a une modernisation du monde agricole. Est-ce que ça amène aussi là toute une formation, parce qu'il y a aussi la question de la formation des agriculteurs? Je crois qu'aujourd'hui, oui. Pourquoi l'agriculture bretonne et l'agriculture française n'auraient pas le droit d'avoir des innovations techniques, technologiques, numériques, alors que dans tous les métiers, par ailleurs, dans toutes les filières, il y a des innovations. Donc je pense que ça, il ne faut surtout pas le rejeter. Tout ce qui va être l'amélioration du bien-être au travail, ça compte aussi. On parle du bien-être animal, il peut être amélioré aussi par des innovations technologiques, mais il y a le bien-être au travail qui peut aussi nous permettre d'attirer de nouvelles générations, un autre regard aussi sur l'agriculture. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas rejeter. Et je crois que c'est quelque chose que l'on regardera, nous, région Bretagne, avec un œil plutôt bienveillant lorsque l'on va construire les futures politiques régionales et lorsque l'on va s'attaquer aussi, et ça a été l'objet de notre annonce au niveau du SPACE, s'attaquer aux 1000 installations par an. C'est-à-dire l'objectif que chaque année, en Bretagne, il y ait 1000 installations aidées. Aujourd'hui, on est plus près de 500, 550. Et donc, si on va attirer de nouvelles générations, écoutez, je crois que ça en fait partie. Il y a une transition, là aussi, lorsqu'un agriculteur prend sa retraite, transition pour faire venir justement les jeunes à la ferme, venir travailler, ça se prépare, ça prend du temps et parfois il n'y a pas de succession. Effectivement, pour qu'il y ait une bonne installation, il faut qu'il y ait une bonne transmission et que la transmission, elle soit préparée, je dirais, de nombreuses années avant. C'est peut-être curieux de le dire, mais passé 50, 52 ans, quand on est en ferme, il faut commencer à penser à celui ou celle ou ceux qui nous remplaceront. Donc ça, c'est un objectif que l'on a au niveau de la région Bretagne et que l'on partage, je crois, avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'installation-transmission, c'est de lier profondément la transmission à l'installation et faire en sorte que cette transmission, elle soit bien préparée en amont, tant du point de vue des investissements, parce que passé 50 ans, il peut y avoir encore des investissements à réaliser sur une ferme, et se dire que les investissements qu'on réalise, on les réalise autant pour les 10 dernières années de notre carrière que pour les 10 d'après, pour celles et ceux qui nous succéderont. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit travailler sur les investissements, sur les systèmes de production aussi. Comment faire en sorte que ma ferme, elle soit transmissible. Et nous, on part du principe que toute ferme en Bretagne, elle est transmissible. Elle n'est peut-être pas transmissible sur le même modèle, elle n'est peut-être pas transmissible sur la même production, mais en tout cas, elle a une valeur et c'est important d'y travailler. Donc ça, c'est un vrai sujet de lier pour nous transmission et installation, et on le fera, le lancement des états généraux de l'installation-transmission par le président Chénet-Girard, le 18 octobre à Pontivy. Voilà, donc on suivra évidemment le dossier de près. Il y a aussi la question du foncier. On voit aujourd'hui qu'il y a une grande demande de foncier, particulièrement dans les campagnes, pour construire des logements. Les gens reviennent à la campagne, il faut les loger, souvent au détriment des terres agricoles. Est-ce que là aussi, il va falloir avoir une politique, alors peut-être pas coercitive, on va peut-être pas aller jusque-là, mais enfin une politique de fermeté pour qu'on puisse conserver du foncier pour les agriculteurs? Je crois que là-dessus, il faudra être très ferme, c'est qu'il faut retrouver une maîtrise publique du foncier. C'est ce qu'a fait la région avec ce qu'on a appelé, c'est un acronyme qui n'est pas très joli, c'est le SRADET, mais c'est un schéma en gros de cohérence territoriale à l'échelle de la Bretagne. C'est de faire en sorte que les usages de la terre soient bien partagés, bien répartis, et entre les différents usages, qu'ils soient des usages en termes d'infrastructure, en termes d'habitat, en termes de développement économique, mais aussi et surtout pour préserver l'agriculture en Bretagne. Parce que
la première des actions pour préserver l'agriculture en Bretagne, c'est de préserver le foncier. Si vous n'avez pas de foncier, vous n'aurez pas d'agriculture en Bretagne. Donc ça, c'est une des actions assez fortes au niveau de la région et qui se décline aussi au niveau des intercommunalités. Alors, il y a parfois des injonctions contradictoires. Certains veulent défendre l'agriculture, mais n'hésitent pas de l'autre côté à consommer énormément de foncier pour notamment du développement économique ou de l'habitat. Je crois qu'il va falloir que chacun se raisonne. Et en tout cas, moi, en tant que vice-président, ça va être mon cheval de bataille aussi, c'est de préserver le foncier agricole. Alors, il y a une grande question aussi avec l'agriculture, alors particulièrement en Bretagne, c'est l'environnement. On en parle beaucoup. Les agriculteurs sont souvent montrés du doigt. Ils en ont ras-le-bol. Ils écrivent sur les réseaux sociaux, ils écrivent aussi dans la presse en disant voilà, on en a marre d'être pointés du doigt. Effectivement, l'agriculture bretonne pollue. On ne peut pas éluder cette vision des choses, mais elle fait des efforts. Vous le disiez en commençant, Arnaud Lécuyer. Comment accompagner les agriculteurs aussi dans cette, j'allais presque dire, mutation environnementale? Effectivement, l'agriculture, on ne peut pas le nier, a un impact sur l'environnement. Je dirais que toute activité humaine, économique, a aussi son impact. Alors, l'agriculture, ça va être sur la qualité de l'eau, mais il y a d'autres activités qui vont impacter la qualité des sols, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. L'agriculture a aussi une contribution en termes de gaz à effet de serre, notamment l'élevage par le méthane. Mais on a des solutions aujourd'hui qui permettent d'agir. Là, il y a un mouvement qui est engagé au niveau de l'agriculture, qu'elle soit bretonne ou française, voire même mondiale, pour engager la réduction des gaz à effet de serre, notamment sur le méthane. Donc, c'est de faire en sorte que l'on arrive à capter, soit directement dans les exploitations sur les bâtiments d'élevage, ou soit en ayant des cultures qui captent le méthane, en ayant des haies bocagères, en ayant un certain nombre d'investissements comme ceci, qui permettent de capter le méthane qui est aussi produit par l'élevage. Donc là, on a des solutions, on a un mouvement qui est enclenché. Aujourd'hui, en Bretagne, on est en train de regagner des kilomètres de haies, ou partout ailleurs, on continue de perdre des kilomètres de haies. En Bretagne, on en regagne. On regagne de la prairie, donc qui sont des prairies qui sont des pièges à carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc on a déjà des solutions et qui conviendra d'accompagner et d'amplifier. Et c'est le sens aussi de la transition agroécologique qui est portée au niveau de la région Bretagne. Alors il y a cette question des algues vertes aussi qui souvent résonne. Là aussi, il ne s'agit évidemment pas de pointer du doigt les agriculteurs en particulier, mais voilà, on hérite un peu d'un système agricole lié à un système économique, productiviste. Aujourd'hui, on a ces algues vertes. Alors il y a dans l'actualité ces 2 chiens qui sont morts sur une plage ici en Bretagne, plage des Côtes d'Armor, dont on ne sait pas pour l'instant si les algues vertes sont vraiment à l'origine de la mort de ces 2 chiens, mais a priori il y a de fortes probabilités. On va attendre évidemment les résultats de l'enquête. Mais comment se débarrasser de ce fléau et comment travailler justement avec le monde agricole et éventuellement le monde de l'industrie qui produit aussi on va dire de la pollution? Comment travailler en bonne entente avec ces acteurs pour essayer de retrouver nos plages d'antan, j'allais dire? Le sujet des algues vertes, c'est un sujet, je le dis assez tranquillement, qui empoisonne la Bretagne. Je pense les algues vertes, personne ne peut s'en féliciter. Et je n'ai vu personne encore dans les différentes rencontres, quels que soient les acteurs que j'ai pu rencontrer, qui se félicitent du phénomène des algues vertes. C'est un phénomène qui vient de loin, qui vient des débuts dans les années 60. Et donc, si ça vient de très loin, si ça a mis très longtemps, et ça fait très longtemps que l'on vit avec ce phénomène, on va mettre aussi un certain nombre d'années à s'en débarrasser. Et ceux qui pensent qu'en arrêtant de suite l'élevage en Bretagne, on va régler la question des algues vertes, je crois qu'ils font une grossière erreur d'analyse. Donc ça, c'est le premier point. Dire dans un second temps que la Bretagne, on a une belle région, mais une région qui est une région d'eau. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une région qui est assez petite et on est tous auprès de la mer. C'est-à-dire que tout de suite, les cours d'eau se jettent assez rapidement dans la mer. C'est-à-dire qu'on a une forme de rapidité dans le développement des phénomènes et donc des flux azotés qui se retrouvent ensuite dans l'eau, et on a une traduction assez concrète et rapide dans les cours d'eau. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'ailleurs en France, il y ait des pratiques qui soient plus vertueuses qu'en Bretagne. Je dirais même que parfois, c'est bien pire. Mais la distance à la mer fait que, écoutez, ça se traduit, on va dire, ça se voit moins. En Bretagne, on a malheureusement cette chance d'avoir de la mer qui est présente partout partout autour de la Bretagne. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, en
handicap physique de notre point de vue. Alors, néanmoins, ça nous donne un certain nombre de moyens d'action. Il y a les plans algues vertes 1 et 2 qui ont été mis en place. Là aussi, on est sur des temps qui sont relativement courts. Je parle de quelque chose qui s'est développé depuis les années 60. Les plans algues vertes ont grosso modo été mis au début des années 2010, c'est-à-dire 2012-2013. Donc, ils n'ont à peine 10 ans. Et on sait que le temps agronomique, le temps de l'agriculture, le temps de déploiement de ces plans n'est pas celui forcément du temps médiatique qui est celui de l'immédiateté. Donc, on doit travailler sur la durée. Et je pense que globalement, pour résoudre la question des algues vertes, c'est de poursuivre dans la voie qui est celle que l'on a engagée, la transition agroécologique, c'est-à-dire réduire les intrants, notamment les intrants chimiques, faire une meilleure répartition de l'azote organique et donc travailler sur les couvertures intermédiaires, ce qu'on appelle les CIPAN, qui sont des couvertures intermédiaires pièges à nitrate, donc c'est-à-dire ce sont des cultures que l'on implante et qui permettent de piéger l'azote qui est pendu sur les champs. Donc on a des techniques qui sont aujourd'hui encore plus performantes au niveau des épandages agricoles. Donc ça, ce sont des choses que l'on doit poursuivre, que l'on doit amplifier. On a des résultats, les concentrations en nitrate baissent dans les cours d'eau en Bretagne, mais il va falloir encore continuer, encore de très nombreuses années. Je pense qu'on en a encore pour 10 ans, 20 ans malheureusement. Alors, ce temps long, c'est aussi le temps de l'économie. Aujourd'hui, comment allier pour l'agriculture la performance économique, puisqu'on est dans un système mondialisé. Faut bien voir les choses en face. On parlait de céréales tout à l'heure, Arnaud Lécuyer. Comment allier la performance économique, finalement le fait que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, et à la fois essayer d'avoir ce rôle vertueux vis-à-vis de l'environnement, et peut-être aussi de diversifier les types d'agriculture. On parle beaucoup d'agriculture bio aujourd'hui, qui n'est pas du tout antinomique avec l'agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, l'agriculture biologique en Bretagne, c'est 14% des fermes. Il y a quelques années, on en était bien loin de là, on était à 2-3%. Donc on a eu un vrai mouvement d'installation d'agriculture bio. Aujourd'hui, une installation aidée sur 3, elle se fait en agriculture biologique, et que dans les demandes, en tout cas d'installation, on approche plutôt des 40%. Donc on a un vrai mouvement vers l'agriculture biologique, mais pas uniquement, on a un vrai mouvement vers la transition agroécologique. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Ce qu'il faut arriver à intégrer, c'est que l'environnement va arriver au même point que l'économie. Et aujourd'hui, l'environnement, quand je mets dans l'environnement, je l'élargis au bien-être animal. Et on voit qu'il y a des exigences aujourd'hui des consommateurs, des grands industriels. Nestlé investit 1,1 milliard d'euros sur la captation carbone, notamment en demandant aux éleveurs qui fournissent le lait de Nestlé de s'engager dans la transition agroécologique. Donc on a aussi des mouvements d'industriels qui ont compris, parce qu'il y a une taxation sur le carbone, donc ça incite, on va dire, à agir. On touche au portefeuille, finalement. On touche au portefeuille, et donc on incite aussi à agir. La question, c'est que les exigences sociétales que l'on peut partager doivent aussi se retrouver dans la rémunération. Donc c'est faire en sorte d'intégrer ces nouvelles exigences dans le revenu agricole. Alors on parlait tout à l'heure de la détresse des agriculteurs, mais on a une nouvelle génération qui arrive. Alors je le disais également, un peu technophile, qui a une autre vue de l'agriculture, qui effectivement a une vue aussi de l'environnement, qui bouscule un peu les choses. Et puis on voit aussi cette agriculture bio qui se développe, j'allais presque dire dans nos assiettes. On est attentif finalement à ce que l'on mange aujourd'hui, mais ça reste encore quelque chose, parfois, et vous le disiez en commençant, Arnaud Lécuyer, d'inaccessible pour certaines populations qui n'ont pas les moyens de mieux manger. Et je ne l'ai pas précisé en commençant, mais vous êtes aussi en charge de l'agroalimentaire et de l'alimentation, donc ce qu'on appelle le mieux manger. Est-ce que là aussi, il y a tout un travail à faire, alors j'allais dire presque au bout de la chaîne, du côté consommateur cette fois-ci? Notre ambition, elle est très claire au niveau de la région Bretagne, c'est le bien manger pour tous. C'est un mouvement qui a déjà été enclenché depuis quelques années. Et l'ambition, elle est très simple, c'est de faire en sorte que, où que l'on habite en Bretagne, quelle que soit notre condition sociale, quels que soient nos revenus, nous ayons accès à une alimentation de qualité
tous les jours. Et ça, c'est une ambition qui paraît très simple, mais qui est un objectif qui est pour le moins ambitieux au regard de où l'on part, parce qu'effectivement, il n'y a pas toujours des pratiques, on va dire, alimentaires qui sont vertueuses en raison de plein de facteurs. Mais nous, en tout cas, notre objectif, c'est le bien manger pour tous. Alors, on va travailler notamment pour ce qui est de la responsabilité de la région Bretagne sur l'alimentation, notamment dans les établissements scolaires. Et on pense au lycée breton qui s'engage dans des objectifs qui recoupent ceux de la loi Egalim, donc une loi qui a été votée dans le cadre dans ce quinquennat, qui va faire monter la part des produits bio, la part des produits locaux ou sous signe de qualité. Donc nous, notre objectif, il est très clair, c'est 100% de produits frais dans les lycées bretons. Mais il n'y a pas que les lycées, il y a les collèges, il y a les restaurations des primaires, des maternelles, il y a les EHPAD. Toute la restauration dite publique doit s'engager et doit engager ce mouvement. Notre objectif, c'est de couvrir ce qu'on appelle de plans alimentaires territoriaux, c'est de faire en sorte qu'au niveau local, au niveau des intercommunalités, des 59 intercommunalités, au niveau des 1208 communes de Bretagne, il y ait un mouvement qui s'enclenche pour faire en sorte que ce que l'on consomme ici soit produit ici. Donc ça, c'est notre objectif. On va travailler pas tout seul, on va travailler avec les intercommunalités, on va travailler avec les communes, travailler également avec les filières de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, pour faire en sorte que l'on arrive à connecter la consommation à la production en Bretagne. Et là, on est dans du circuit court, finalement, hein, en tout cas pour ce qui concerne la Bretagne, avec aussi, là, un aspect environnemental. Si le circuit est court, on met moins de camions sur la route, on importe moins avec des avions. Donc là aussi, il y a une politique globale, finalement, qui est pensée à ce niveau-là. Bien sûr, le circuit court, il doit être vertueux économiquement, c'est-à-dire pour le revenu de ceux qui travaillent dans l'agriculture. Il doit être aussi vertueux d'un point de vue environnemental. Vous l'avez dit, c'est moins de camions sur les routes, donc on a un effet sur le carbone. Il y a un effet emploi aussi, parce que c'est générateur d'emploi. Voilà, donc on sait que l'emploi en Bretagne dépend quand même beaucoup de l'agriculture et de l'agroalimentaire, donc autant faire en sorte que ces emplois-là ils puissent perdurer. Alors on parle d'agroalimentaire, on parle aussi de bien-être animal. On voit aujourd'hui ces fermes qui sont visitées par des associations qui pointent du doigt la maltraitance aux animaux. Alors il ne s'agit pas là, ici encore, de faire un procès ou de pointer du doigt qui que ce soit, mais simplement, est-ce que la détresse parfois des agriculteurs n'amène pas, en fait, une forme de maltraitance aux animaux qui serait presque, j'allais dire, pardonnez-moi du terme, il est cruel, mais automatique? Je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs, je dirais, j'en connais pas qui pratiquent la maltraitance. C'est-à-dire et notamment de façon consciente. Je veux dire, vous allez aujourd'hui, c'est un métier éleveur. C'est une passion pour les animaux. Donc, effectivement, il y a malheureusement des pratiques qui doivent être dénoncées. Après, la façon de le dénoncer, le côté inquisiteur, moi, me gêne beaucoup parce que on généralise. C'est-à-dire que sur les 26 ou 27 000 fermes en Bretagne, il y a effectivement peut-être quelques cas qui ne sont pas dans des bonnes pratiques au regard du bien-être animal et des bonnes conditions d'élevage. Effectivement, il y en a. Mais je dirais que dans toute filière, partout où on va regarder, il y a effectivement malheureusement le petit pourcentage de gens qui ne jouent pas le jeu et qui ont des mauvaises pratiques. Et cela, il faut les sanctionner, bien entendu. Et il y a aussi les services de l'État qui sont là pour ça. Mais je dirais que dans l'immense majorité, à 99,9%, les éleveurs en Bretagne ont des bonnes pratiques. Voilà. Et ils ont tendance d'ailleurs à les améliorer. Et il y a un certain nombre d'améliorations qui sont passées par la loi. Je pense notamment sur la castration à vif des porcelets, donc qui était une pratique qui était répandue dans les élevages et dont aujourd'hui on considère qu'elle n'est plus acceptable au regard du bien-être animal et du bien-être des éleveurs, parce que c'est objectivement pas la tâche la plus agréable à faire. Donc là, il y a des techniques qui vont se mettre en place à partir du 1er janvier 2022. Ça va avoir un coût supplémentaire et donc on revient à ce que l'on disait tout à l'heure sur le revenu, ça doit aussi se traduire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte que ce soit les éleveurs qui payent cette demande sociétale supplémentaire.
quand bien même on la partage. Alors justement, vous parliez de ces intrusions dans les fermes. Elles sont dénoncées par les agriculteurs qui disent voilà, on est traité de nazis, ce sont les termes qu'on a pu lire parfois sur les murs. On est pointé du doigt alors qu'on fait des efforts. Est-ce que là aussi, il y a peut-être un dialogue à avoir avec les associations qui dénoncent les pratiques de certains agriculteurs ? Je pense que pour une partie, le mouvement associatif tel qu'il a été, tel que vous l'avez décrit et tel qu'il agit là, en faisant des intrusions dans les fermes, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dialogue à avoir, je le dis. Autant il y a des associations qui se préoccupent effectivement du bien-être animal, qui se préoccupent de l'environnement, de la bonne santé de la planète, avec qui nous avons des échanges, avec qui les filières agricoles ont des échanges, et on travaille très bien. Ça peut être dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes et dans le cadre d'un certain nombre d'actions que l'on mène. Là, il y a du dialogue en Bretagne. Après, il y a des associations qui sont dans un radicalisme, parce qu'au-delà du bien-être animal, certains sont même contre l'élevage, veulent interdire l'élevage. Et si on interdit l'élevage en Bretagne, la Bretagne est une terre d'élevage. Je crois qu'il faut essayer de le préserver, il faut le préserver, cette terre d'élevage. Et si demain on n'a plus d'élevage en Bretagne, on prend une lourde responsabilité, notamment au regard de l'alimentation en France. Et je crois on parlait du réchauffement climatique, il y a un certain nombre de régions en France, je pense au sud de la France, où le réchauffement climatique fait qu'il y aura de moins en moins d'élevage. Et que nécessairement va peser sur la Bretagne une responsabilité, j'allais dire une belle responsabilité. C'est-à-dire de continuer à produire, mais pas de produire de façon déraisonnable, de produire avec ce que la Bretagne, dans son environnement, peut accepter. Un dernier mot, Arnaud Lécuyer, il nous reste à peine une minute. Un dernier mot autour aussi de l'agriculture, parce qu'on le voit, les agriculteurs sont pointés du doigt parfois autour des pratiques. Et pourtant, on voit que les Bretons sont très attachés à leur agriculture, plus largement les Français. Et on le voit aussi sur les réseaux sociaux, quand les agriculteurs montrent leurs vaches, expliquent, font des selfies. Voilà, il y a aussi toute une communication qui se met en place avec peut-être une génération, ce qui nous permet de voir aussi qu'il y a beaucoup de femmes agricultrices. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses aujourd'hui à choisir cette voie ? Il faudrait qu'elles soient plus nombreuses. Aujourd'hui, je crois que c'est une installation sur 4 qui se fait qui est portée par une femme. Mais je pense que je dirais qu'on devrait atteindre le 1 sur 2. Voilà, l'égalité femmes-hommes, ça peut être aussi dans l'installation agricole. Et je pense que si on veut encourager l'installation aussi des femmes dans l'agriculture, des nouvelles générations, des personnes qui sont non issues du milieu agricole, parce qu'aujourd'hui c'est aussi une réalité, je crois qu'il faut cette diversité. Et plus l'agriculture, elle sera diverse dans ses productions, dans les gens qui font cette agriculture, dans les filières qui sont proposées, plus cette agriculture-là, plus elle est diverse, plus elle est riche. Et je pense que c'est cette richesse que nous, on veut encourager en région Bretagne avec notre projet de 1000 installations aidées. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va s'arrêter, Arnaud Lécuyer, car le temps imparti, comme l'on dit, est déjà écoulé. Vous étiez, je rappelle, Arnaud Lécuyer, notre invité ce matin. Vous êtes vice-président de la région Bretagne en charge donc de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation, également président de Dinan Agglomération et maire de Saint-Potan, commune agricole, s'il en est. Ah oui, 18 sièges d'exploitation à Saint-Potan, et puis une très belle entreprise de production de matériel agricole, la Sodimac, qui est connue, peut-être pas mondialement, mais au moins régionalement et nationalement. Voilà, au-delà des frontières de la Bretagne en tout cas. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.